14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. J'ai promis à mon fils que jusqu'au bout, je ne céderai pas. Chaque fois que je vais au cimetière, je dis Cyril, maman va se battre. Cyril, maman va se battre. Bonjour, c'était il y a 35 ans, le dimanche 28 septembre 1986 à Montigny-les-Metz. Les corps de deux garçons de 8 ans, Cyril Benin et Alexandre Beckrich, étaient découverts assassinés. Le début d'une affaire judiciaire sans précédent dans laquelle la justice va emprunter de mauvaises routes, se retrouver dans des impasses, condamner un innocent Patrick Dils et trop longtemps balbutier pour dévoiler le visage d'un coupable. Au final, ce sera celui de Francis Holm, le routard du crime, comme on le surnomme. Francis Holm porte donc aujourd'hui sur ses seules épaules l'abominable tragédie de Montigny-les-Metz. Même si 35 ans après, le trouble demeure, des questions restent en suspens. Et en premier lieu, celle-ci, Holm était-il vraiment tout seul pour ôter la vie aux enfants? La piste du deuxième homme peut-elle être totalement écartée? Ce double crime cache-t-il encore des secrets? Autant d'interrogations que nous allons passer en revue aujourd'hui avec nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, le double meurtre de Montigny-les-Metz et l'ombre de Francis Holm, affaire qui commence dans cette commune limitrophe de Metz à l'été 1986 avec une abominable découverte. Ce dimanche 28 septembre 1986, Cyril Benin et Alexandre Beckrich, tous deux âgés de 8 ans, ont décidé d'aller jouer sur le talus de la SNCF dans le quartier de la rue de Venizelos à Montigny-les-Metz. Cette butte, plantée d'arbrisseaux et de broussailles, encombrée de quelques wagons de marchandises désaffectées, est le terrain de jeu favori des enfants du coin. Cyril et Alexandre habitent tout à côté. Ils ont pris leur vélo. À 17h15, un couple les a vus déposer leur bicyclette et grimper sur le talus, le dernier signe de vie des deux garçons. Vers 19h20, alors que le soir commence à tomber, la mère d'Alexandre, inquiète, se manifeste. Les vélos n'ont pas bougé. Une demi-heure plus tard, les enfants sont découverts morts sur le talus. Le décor est insoutenable. Les gendarmes constatent que les deux victimes ont été massacrées à coups de pierre. La première constatation, c'est le déchaînement de violence. J'ai fait beaucoup de scènes de crime, je n'en ai rarement vu de telles, se souviendra le lieutenant-colonel de gendarmerie Francis Hans. Alexandre Beckrich a eu la boîte crânienne éclatée, son pantalon et sa culotte sont baissés en bas des cuisses. Cyril Benin repose lui sur une traverse de chemin de fer, le crâne enfoncé de 10 cm dans le sol. À 20h30, le médecin légiste évalue au toucher, il n'a pas de thermomètre, l'heure du décès, à moins de 3 heures, dit-il, il ne peut pas être beaucoup plus précis. L'enquête de voisinage commence. Aucun témoin direct des faits. Sur ce site, légèrement excentré, personne n'a vu ou entendu quoi que ce soit. Le SRPJ de Metz pense à un crime de voisinage, une ou plusieurs personnes qui connaissent bien le coin et ont pu suivre les enfants. Parmi 3 hommes entendus au mois d'octobre figure un certain Patrick Dils, 16 ans, un jeune apprenti cuisinier, un voisin des Beckrich et des Benin. Il a l'habitude de venir traîner dans le coin. Il vient fouiller dans les bennes à ordures pour y chercher des enveloppes et décoller les timbres dont il fait collection. Dils est relâché, mais l'inspecteur Bernard Varlet, en charge du dossier au SRPJ, le reconvoque au mois de décembre. Un couple est formel. Il dit avoir entendu des pleurs d'enfants le soir du crime et surtout avoir aperçu l'apprenti cuisinier. Témoignage qui s'avérera inexact, mais qui est retenu. L'inspecteur Varlet dispose également des confidences d'une personne dont il ne veut pas révéler le nom, mais qu'il a mis sur la piste de Dils. 30 heures de garde à vue pour Patrick Dils qui craque. Il avoue avoir frappé sans raison les enfants à coups de pierre. Il ne peut pas dire pourquoi. Il était dans un état second. C'est comme si ce n'était pas moi, dit-il. Aveu réitéré auprès de la juge Mireille Maubert. Mai 1987, Patrick Dils est inculpé d'homicide volontaire incarcéré à la prison de Metz.
Peu importe que Patrick Dils se rétracte et indique avoir avoué pour avoir la paix. Peu importe que la reconstitution n'ait pas été concluante, l'apprenti cuisinier étant incapable de situer l'emplacement des corps. Nous sommes passés à 2 reprises à l'endroit du meurtre sans que l'accusé s'arrête et dans une indifférence totale, est-il noté dans le procès verbal. Peu importe encore qu'à l'heure du crime, Patrick Dils était en voiture avec ses parents de retour d'une journée passée à la campagne. Où qu'il soit, selon les experts, une personne vulnérable avec l'âge mental d'un enfant de 8 ans. Le 27 janvier 1989, Dils est condamné à la perpétuité. Fait rarissime, la Cour lui refuse l'excuse de minorité souvent accordée aux jeunes criminels. Ses avocats vont se battre pour obtenir la révision du procès, mais la Cour de cassation refuse à 2 reprises. Il n'existe aucun élément de nature à douter de la culpabilité du condamné, écrivent les juges. Il faudra donc attendre l'apparition d'un certain Francis Holm pour que l'affaire change du tout au tout. Patrick Dils va passer 13 ans en détention avant d'être enfin acquitté et libéré. Tous les regards vont alors se braquer sur le dénommé Francis Holm, tueur en série itinérant qui était sur place quand les 2 enfants ont été tués. En cette année 1992, le maréchal des logis-chefs Jean-François Abgral entend à la prison de Brest le dénommé Francis Holm qui sera bientôt baptisé le routard du crime. Le gendarme Abgral souhaite obtenir des informations sur un homicide, celui d'Aline Pérez, une aide-soignante de 49 ans tuée de 3 coups de couteau en 1989. Abgral connaît ce Holm qui fait des récits souvent hallucinés et à la 3e personne, exprime des bribes de souvenirs qu'il faut sans cesse interpréter. Ce jour-là, Holm raconte ainsi une promenade à vélo le long d'une voie ferrée dans l'est de la France et 2 enfants qui lui jettent des pierres. Le serial killer ajoute qu'en repassant un peu plus tard, il se souvient avoir vu 2 petits corps couchés près des wagons, non loin d'un pont. Il précise avoir vu une rue, un talus sur la droite. Il dit être revenu en arrière pour corriger les enfants et indique qu'ensuite, il y avait des policiers et des pompiers partout. Le gendarme Abgral est dans l'expectative. Aucun théâtre de crime ne correspond à ce récit. L'affaire de Montigny-lès-Metz a été jugée. Elle ne figure plus dans les bases de données police, gendarmerie. Des années vont ainsi s'écouler avant que progressivement un lien soit établi entre Holm et le double crime de Montigny. En 1999, le tueur en série est à nouveau interrogé. Il dessine un plan qui correspond au lieu. Suffisamment de doutes pour permettre la révision du procès de Patrick Dils. Les gendarmes soulignent que le mode opératoire correspond à celui de Holm. Quant à la scène de crime, le talus de chemin de fer, c'est le genre d'environnement qu'affectionne le criminel. Francis Holm a encore pour habitude de détruire ses victimes. En avril 1989, le petit Joris Viville, 9 ans, était mort étranglé et avait reçu 80 coups de tournevis. Le moindre détail, le moindre mot peut déclencher chez l'intéressé une rage meurtrière. 3 avril 2001, la Cour de révision annule donc la condamnation de Patrick Dils. Nouveau procès, mais à la surprise générale, Patrick Dils est de nouveau condamné. 25 ans de prison. Le doute est alors dans tous les esprits. Rejugé en avril 2002 à Lyon devant la Cour d'assises des mineurs du Rhône, Dils est enfin acquitté, aussitôt libéré. La justice s'est trompée et a laissé croupir un innocent en prison pendant 13 ans. Le double crime de Montigny-lès Metz n'a plus de coupable. Mais pour les gendarmes, aucun doute. Selon eux, Francis Holm est bien derrière les morts des 2 petits garçons. Il est établi que le tueur en série était employé à l'époque comme manœuvre sur un chantier de Montigny-lès-Metz, à 400 mètres seulement du talus SNCF. Depuis juillet 2001, les enquêteurs disposent en outre d'un nouveau témoin capital. Joachim Cadet affirme que le 28 septembre 1986, il revenait vers 18h50 d'une partie de pêche avec son beau-frère. Ils ont alors rencontré un homme qui ressemblait trait pour trait à Holm. Il titubait avec du sang sur le visage. L'individu disait avoir chuté sur des cailloux. Un autre témoin, tardif, un enfant, indique lui avoir reconnu Holm sur un vélo. Holm est mis en examen en 2006, mais le juge d'instruction estime qu'il n'existe pas de charge suffisante pour renvoyer le suspect devant
devant une cour d'assises. Le dossier est selon lui trop fragile. Il ne dispose d'ailleurs même pas des scellés du double crime détruits après la condamnation de Dils. Non-lieu en décembre 2007, c'est la douche froide. Seule la famille du petit Cyril Benin fait appel de cette décision. Francis Holm n'a jamais prononcé d'aveu dans cette histoire, il dément même avoir tué. Son mode opératoire, répète-t-il, c'est l'étranglement et l'opinel, mais pas le caillassage. Francis Holm reste sur ses positions. Il répète que pour Montigny-lès-Metz, ce n'est pas lui qui a tué. Il ne va toutefois pas échapper à un procès qui va être l'objet d'un incroyable coup de théâtre. Mardi 1er avril 2014, s'ouvre pour Francis Holm un procès prévu pour durer 3 semaines. Il doit répondre des crimes de Cyril Bening et Alexandre Bekricht, massacrés tous deux à coups de pierre au mois de septembre 1986. Un double meurtre qu'il ne reconnaît pas. Avant même l'ouverture des débats, le planning des audiences a été complètement chamboulé. Et la perplexité s'est emparée de la salle d'assises. 28 ans après les faits, 2 témoins, un retraité de la SNCF et une clerc d'avocat, sont entendus. Le premier affirme avoir vu un dénommé Henri Leclerc courir à l'heure du crime avec un t-shirt maculé de sang. La deuxième témoin indique que le même Henri Leclerc lui a raconté, rouge et en transe, comment il avait agrippé et peut-être même gifler les enfants sans déclarer qu'il les avait tués. Leclerc est loin d'être un inconnu dans le dossier. En 1986, à 2 reprises, cet employé d'imprimerie qui travaillait près du talus SNCF a avoué les meurtres, mais ses propos n'avaient pas été jugés fiables. Leclerc est-il le tueur? Accompagnait-il Holm ce jour-là? Un coup de théâtre. L'affaire se retrouve tout de suite sans dessus-dessous. Mercredi 2 avril, 2e jour du procès, le fameux Henri Leclerc est entendu de manière anticipée. L'audition tourne vite en rond. Moi, j'ai rien vu, j'étais pas là. Il dément avoir attrapé les enfants. Ce que j'ai dit, c'était faux, c'était n'importe quoi. Je les ai pas tués, j'étais pas là. Appelé à s'exprimer, l'accusé Francis Holm accable le témoin Leclerc. J'ai vu un homme violent qui descendait le talus, il m'a fait peur. Il avait du sang sur le t-shirt et le pantalon, c'était bien Henri Leclerc. Un Leclerc qui affirme n'avoir jamais vu Francis Holm de sa vie et ne le connaît pas. Selon lui, Holm ment. Le ministère public estime que le dossier en l'état ne peut pas être jugé. Un complément d'enquête est nécessaire. Il pourrait exister des charges contre une autre personne, estime le président de la cour d'assises. Le procès est renvoyé. Après ce coup de théâtre, Francis Holm va devoir attendre 2 ans pour être fixé sur son sort. 2 ans pour savoir s'il comparaîtra seul ou en compagnie d'un complice. Ce mardi 25 avril 2017, Francis Holm est tout seul dans le box des accusés de la cour d'assises. Henri Leclerc, le manutentionnaire de Montigny-lès-Metz, reconnu par des témoins, n'a finalement pas été renvoyé, pas assez d'éléments contre lui, a conclu la chambre de l'instruction. Holm, seul accusé, continue à dire qu'il n'a rien fait dans ce dossier. La seule personne avec qui il communique vraiment, et ce depuis toujours, est sa sœur Christine. Elle vient témoigner, raconte l'enfance misérable de la famille, décrit ce frère, éternel solitaire, n'ayant qu'une passion, le vélo. Francis est devenu un vagabond. Il a fait sa route et rencontré les mauvaises personnes, dit-elle. Christine s'adresse alors à son frère. On va y arriver. Tu es dans un tunnel là. Mais es-tu capable de me dire si c'est toi, Francis, pour Montigny-lès-Metz? Holm se lève, la regarde et répond « Non, ça n'est pas moi ». 31 ans après les meurtres de Cyril et Alexandre, le dossier d'accusation apparaît dans le plus parfait désordre. Le président de la Cour a hérité d'une procédure incomplète et approximative. Il a même du mal à obtenir les heures précises des décès, c'est dire. Les médecins appelés à la barre ne se souviennent plus. Plusieurs témoins manquent à l'appel. 5 ne viennent pas, 2 sont morts, d'autres sont vieux et malades. Le chef d'enquête, Bernard Varlet, en prend pour son grade. Le président lui reproche de n'avoir versé dans la procédure aucun portrait robot, aucune fiche photographique, de n'avoir pas noté la présence du dénommé Francis Holm sur place, de ne s'être intéressé qu'à Patrick Dils, au point de lui mettre le grappin dessus. Les familles de Cyril et Alexandre apparaissent éreintées par toutes ces années. Le 17 mai, Holm
est condamné à la perpétuité. Francis Holm reprend le chemin de la prison de la centrale d'Insisheim en Alsace, frappé d'une nouvelle condamnation. Les familles n'en ont pas fini pour autant avec ce marathon judiciaire. Le condamné a fait appel. Le 4 décembre 2018, Francis Holm est à nouveau confronté en solitaire aux photos des deux corps ensanglantés des petits Cyril Benin et Alexandre Beckrich. Il ne bronche pas, il ne varie pas dans ses déclarations, il n'a rien à voir avec ces meurtres. 3 semaines d'audience n'apportent aucune révélation majeure, comme si cette fois, le dossier était définitivement figé. Sans grande surprise, Holm est à nouveau condamné à la perpétuité. Chantal Benin, la mère de Cyril, souffrant depuis des années d'un cancer, craignait de mourir sans connaître la vérité. Elle s'éteindra quelques mois après la condamnation. Mon combat est terminé, voilà. J'étais jusqu'au bout. Je l'ai promis à mon Cyril que maman irait jusqu'au bout. Et puis vous savez, de ressasser quand vous entendez comment votre gosse a été tué, c'est très très dur. Je le souhaite à personne, à personne. En juin 2020, après le rejet du pourvoi formé en cassation par la défense de Holm, Jean-Claude Benin, père de Cyril, se déclare soulagé tout en émettant quelques réserves. Je me demande toujours qui a frappé les enfants car je suis sûr que Holm n'était pas seul. Maître Dominique Rondu, avocat de la famille Beckrich, déclare de son côté « C'est une affaire qui se clôture définitivement, mais qui nous laisse un goût amer. » L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.